Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons cette édition d'aujourd'hui avec, comme l'habitude, une tournée autour de la presse qui a mentionné l'Afrique. Et commençons par France 24. Le groupe français Total a évacué tout le personnel de son site gazier sur le nord-est du Mozambique, 9 jours après l'attaque terroriste dans la ville voisine de Palma. Le projet de plusieurs milliards d'euros est à l'arrêt complet. Par ailleurs, des milliers de personnes qui ont fui Palma ont afflué depuis 9 jours vers le site de la péninsule d'Afungi. Passons au quotidien Jeune Afrique où nous lisons au Niger, le président de la République, Mohamed Bazoum, a signé ce jour un décret au terme duquel M. Oumoudou Mahamoudou est nommé Premier ministre. C'est ce qu'a déclaré le secrétariat général du gouvernement dans un communiqué lu à la télévision publique. Le nouveau gouvernement sera formé dans les prochains jours, selon une source officielle. Et passons au quotidien Le Figaro. 5 civils, dont un enfant, ont été tués samedi dernier dans un attentat suicide visant un café de la capitale Mogadiscio. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la police somalienne dans un communiqué. Toujours selon la police, un kamikaze a déclenché les explosifs qu'il portait sur lui dans un café fréquenté par des jeunes. Et enchaînons avec la RFI, dans une allocution télévisée à la veille de la fête nationale, Macky Sall a assuré rester à l'écoute des pulsions profondes du pays, alors que l'opposition accuse le gouvernement d'être sourd aux demandes primordiales, à commencer par celle de la jeunesse. Dans ce discours d'union et de la paix, il a rappelé l'importance du pluralisme dans un pays où il n'y a pas de place pour le particularisme. L'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan ont repris dimanche à Kinshasa leurs négociations autour du méga barrage éthiopien sur le Nil bleu, le barrage de la Renaissance, une centrale hydroélectrique présentée comme vitale par Addis Abeba et perçue comme une menace par le Caire et Khartoum. Un commentaire de Dalia Karam. Les ministres des Affaires étrangères et des ressources hydrauliques de l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan se sont retrouvés à Kinshasa en présence du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui exerce la présidence annuelle de l'Union africaine. Le président congolais a déclaré à cette occasion que la réunion de Kinshasa se fixait comme objectif de déclencher une nouvelle dynamique. Il a invité toutes les parties à prendre un nouveau départ, à saisir toutes les opportunités et à rallumer le feu de l'espérance, saluant la volonté des participants de chercher ensemble des solutions africaines aux problèmes africains. Il a ajouté que la dimension humaine était à placer au centre de ces négociations tripartites défendant le droit des habitants des 3 pays à l'eau, à l'alimentation et la santé. L'ambassadeur des États-Unis, Mike Hammer, était également présent à l'ouverture des travaux de cette réunion présentée comme la conférence ministérielle de Kinshasa sur la poursuite des négociations tripartites sur le barrage éthiopien de la Renaissance. Le chef de la diplomatie égyptienne, Samah Shoukry, a affirmé l'attachement de l'Égypte à voir ces négociations aboutir ainsi que son intérêt à dépasser tous les points de désaccord qui ont entravé les rondes passées de négociations. M. Shoukry a affirmé que l'Égypte avait négocié tout au long de 10 ans avec une volonté politique sincère pour parvenir à un accord qui réalise les objectifs de développement de l'Éthiopie tout en sauvegardant les droits et les intérêts des 2 pays de l'aval, l'Égypte et le Soudan. Il a mis l'accent sur l'importance de voir la Réunion réussir à lancer un nouveau round de négociations qui serait efficace et sérieuse et auquel prendront part les partenaires internationaux pour garantir son aboutissement.
L'Éthiopie affirme que l'énergie hydroélectrique produite par le barrage de la Renaissance sera vitale pour répondre aux besoins en énergie de ses 110 millions d'habitants. L'Égypte, qui dépend du Nil pour environ 97% de son irrigation et son eau potable, considère le barrage éthiopien comme une menace pour son approvisionnement en eau. Le Soudan, quant à lui, craint que ses propres barrages ne soient endommagés si l'Éthiopie procède au remplissage complet du grand barrage avant qu'un accord ne soit conclu. C'était finalement le samedi 3 avril 2021, samedi dernier, que s'est déroulée l'immense parade qui a conduit les momies royales égyptiennes du musée de la place Tahrir au tout nouveau complexe du musée national de la civilisation égyptienne. Le défilé était suivi en direct sur la chaîne YouTube du ministère égyptien du tourisme. Le transfert des momies, initialement programmé à la fin de l'année 2020, avait été annulé pour cause de l'épidémie du Covid-19. Plus de détails dans ce commentaire signé Dalia Karam. Samedi soir, les Égyptiens se sont arrêtés le temps de voir une procession de 22 véhicules transporter les momies des souverains de l'Égypte antique. C'est un défilé à la hauteur des pharaons égyptiens. Le cortège a rallié la place Tahrir au nouveau musée national de la civilisation égyptienne à Fustat, où les momies des rois et des reines d'Égypte seront exposées. Dans l'ordre chronologique, le pharaon Sékénenreta, du XVIe siècle avant Jésus-Christ, surnommé le Courageux, a ouvert la marche fermée par Ramsès IX du XIIe siècle avant Jésus-Christ. Parmi les momies les plus connues figurent celles des souverains Hatshepsut et Ramsès II. Dans un spectacle retransmis en direct à la télévision égyptienne, des chars ornés de motifs dorés se sont élancés de la place Tahrir, escortés d'une garde de plusieurs centaines de figurants déguisés en costumes pharaoniques. Au total, 60 motos, 150 chevaux, 330 figurants, 150 musiciens, 150 percussionnistes du ministère de la Défense ont été mobilisés pour l'événement selon les autorités. Des chars tirés par des chevaux concluaient la marche sur fond de musique symphonique alors que le cortège s'est lancé vers le nouveau musée national de la civilisation égyptienne où les momies seront désormais exposées. Découverte près de Luxor, à partir de 1881, la plupart des 22 momies n'avaient pas quitté la place Tahrir depuis le début du XXe siècle. À partir des années 1950, elles y étaient exposées dans une petite salle sans explication muséographique claire. Plus tôt dans la soirée, le président Abdel Fattah el-Sisi, accompagné de son premier ministre Mustafa Madbouli et de la directrice générale de l'UNESCO Audrey Aizalaya, ont passé en revue une partie des collections du Musée national de la civilisation égyptienne de Fustat, où ils s'étaient rendus pour être à l'accueil des momies des rois et des reines de l'Égypte antique. J'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Monsieur Simon Sayer, guide touristique et expert en tourisme. Bonjour Monsieur Simon. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, que sera l'effet ou l'impact du défilé, de la parade dorée des momies royales qui ont été transférées du musée de la place Tahrir au musée de la nouvelle civilisation égyptienne à Fustat? Quel sera l'effet de ces défilés sur le monde entier? Eh bien, le défilé, il a eu déjà un grand effet dans le monde entier à travers la réputation de l'Égypte que c'est un État qui a pu réaliser un événement exceptionnel. C'est un défilé qui a montré d'une façon majeure le pouvoir de la création d'une parade grandiose royale et qui a rendu les émotions de chacun pour l'Égypte au maximum possible. Ça veut dire qu'on a pu réaliser dans le cœur de chacun l'envie et le désir de venir et de visiter l'Égypte. Ça, c'est l'impact numéro un. En second, l'organisation elle-même, que tout a été à la hauteur, a montré le pouvoir et elle a montré l'organisation, elle a montré la propreté aussi bien qu'on peut y faire dans la ville du Caire un séjour plus long
pour qu'on puisse faire plus de monuments. Car le quartier d'El Fostat du Vieux-Caire n'était pas dans tous les programmes touristiques, vu que les gens ont toujours préféré Saqqara, le musée du Caire, les pyramides. Mais maintenant, on a un plus pour résider plus que 2 jours à la visite pour que ce soit 3 et 4. Le fait qu'on a créé ce qui peut rendre les touristes faire une nuit touristique de plus, si on parle par an 10 millions de touristes, vous parlez d'un surplus de 10 millions de nuits touristiques. C'est quand même un chiffre d'affaires. N'oubliez jamais l'autre impact qui est de rendre la zone d'El Fostat, qui n'était pas à la hauteur du point de vue propreté, hygiène et autres, aujourd'hui elle a été préparée à la perfection. On a bien vu les barques sur la source d'eau, on a bien vu les ponts qui ont été réalisés autour pour rendre la circulation facile, le musée qui a été réalisé dans un lieu abandonné. Tout cela a rendu le lieu même une beauté absolue qui a placé dans le cœur de chacun le vœu de venir et de visiter. Ici qu'on peut dire que ce défilé, il a été vraiment, on peut dire, la publicité numéro 1 pour l'Égypte, et ça a fait ce qu'on appelle un spectacle pharaonique et royal en présentant la place del Tahrir avec cette belle luminosité. On peut dire que le Caire historique est de retour, le Caire haussmannien est de retour. La place del Tahrir, qui avait cette réputation depuis 2011 que c'est un lieu dramatique, elle est aujourd'hui de nouveau, on peut dire, un lieu de visite, un lieu d'attraction. Le fait qu'il y ait un obélisque, qu'il y ait des sphinx, qu'il y ait une luminosité sur les immeubles, qu'il y a le fleuve du Nil qui a été présenté de cette façon, ça peut nous faire un séjour dans le Caire pour vivre la vie des Cairois dans ces restaurants, dans ces bars, dans ces cafés, dans ces illuminés, pour visiter les immeubles historiques, pour visiter ces musées, entre le musée, par exemple, à Boulak, des Chars Royales, le musée du Caire, le musée d'El Fostat, la traversée du fleuve, l'opéra du Caire, la partie d'El Azhar. Tout cela peut nous faire une résidence dans les hôtels de ce lieu et un séjour de merveille pour qu'on puisse jouir de la ville du Caire antique et actuelle. Comment, M. Simon, avez-vous vu les documentaires qui ont été diffusés lors de ce défilé et également, comment avez-vous vu la traduction qui a été sous-titrée et les stars qui ont présenté également cet événement? La présentation, elle est parfaite. Effectivement, il n'y a pas mieux. Le monde entier en parle de ce beau, on va dire, spectacle et show. Tout le monde en parle de la musique, de la présentation, de la hauteur et du niveau qui a été, on peut dire, la mise en scène. Alors, la mise en scène, elle a été, on peut dire, orchestrée par les plus hautes autorités de l'État. On ne peut pas atteindre ce niveau d'une façon simple sans qu'il y ait cette coopération. On a bien vu le président lui-même qui a été placé. Alors, le fait d'encadrer cet événement, c'est magnifique. Et les idées à l'intérieur sont belles. Par exemple, on a bien vu les chars noirs qui ont été ornés par des motifs dorés et lumineux. Oui. Ça, c'est un bel rappel des embarcations funéraires antiques. Alors, quand on voit, par exemple, les momies qui sont dans ces lieux et qui partent pour un autre de cette manière précieuse, ça montre que l'Égypte a de quoi à dire à ses ancêtres. C'est glorieux, vraiment. Oui. Le fait qu'on a utilisé l'ordre chronologique de l'histoire, on a respecté l'ordre de nos musées. Le fait qu'on a présenté Sekenara, ça montre que l'Égypte est un État toujours indépendant. Présentant Ramsès II montre que l'Égypte est un empire. Le fait qu'on se dirige vers le musée national de la civilisation égyptienne, là, ça montre qu'on leur a donné un bâtiment, non pas seulement moderne, mais qui occupe une zone vaste, dans le cœur
du Caire historique. Ça veut dire on est en train de remettre notre histoire ancienne à l'actualité à la plus grande hauteur. Ça nous montre aussi bien par la présence de l'UNESCO, qui a été bien présent, que l'Égypte est le centre d'attraction du monde entier et le centre d'attention en même temps. Le fait qu'on a montré... Oui, je vous écoute. Oui, non. Je voulais dire que des études préalables également ont été nécessaires pour évaluer chaque paramètre concernant les dépouilles, les vitrines et l'aménagement de leur nouvelle sépulture. Alors, veuillez nous jeter la lumière sur ces préparatifs. Alors, pour les préparatifs qui ont eu lieu, ça a pris quand même des années et non pas des jours et des semaines et des mois. Car le fait que vous voulez transporter les momies, ça a pris un temps fou pour voir tout ce qu'il y a à faire autour. Par exemple, la préparation du lieu où on va placer la momie pour qu'il soit isolé de la pollution. Le fait d'exposer les sarcophages d'une façon qu'ils ne soient pas exposés à la poussière. Le fait de faire un transport à travers des rues, il a fallu préparer les voitures anti-choc pour qu'il n'y ait pas vraiment un mouvement, une vibration pour les momies et qu'elle arrive dans un état intact. Le musée lui-même, avant de préparer sa salle, l'Égypte a passé des années à faire des laboratoires de restauration et d'études profondes. Et cela se trouve au cœur et à l'intérieur du musée de la civilisation. Alors, les préparations qui ont eu lieu n'étaient pas justement à la hauteur d'un défilé ou de voitures ou des lumières, mais il y a un travail dans l'infrastructure gigantesque qui a eu lieu d'une façon que pour des décennies et des décennies, on va présenter un bijou au monde entier. Voyez par exemple la présentation de Ramsès II. Il a été accueilli en France en 1976 par le président de la République. Alors l'Égypte, elle a fait encore plus au monde entier. Rien que pour dire l'attention que nos rois ont par les autres États. Et d'ici, on s'attend à beaucoup de touristes qui vont y être à l'intérieur pour voir la mise en valeur qui a eu lieu, pour voir les rois qui ont fait la civilisation de ce monde-là, aussi bien pour jouir de l'esprit de cette zone qui relie toutes les religions. Jusqu'à la réalisation de ce musée, c'était uniquement juifs, chrétiens, islamiques. Aujourd'hui, on rajoute encore plus et pharaonique. Alors, toutes les religions qui ont traversé notre terre, qui est une terre sainte, sont dans cette zone. Ça va faire vraiment un point d'attraction unique dans l'histoire des religions du monde entier. El Fostat est une zone sur laquelle on peut faire aujourd'hui des livres et des articles et des programmes en n'en plus finir. Monsieur Simon Sawyer, expert en tourisme et guide touristique, nous vous remercions infiniment pour ces explications. Et enchaînons avec l'élevage d'autruches au Sénégal. Alors, au Sénégal, une ferme particulière, la première du genre dans le pays, abrite des autruches. Toute une communauté dépend désormais de ces oiseaux rares. Plus de détails dans ce commentaire signé Shamsenemi. En l'espace de 7 ans, ces autruches sont devenues le poumon économique de Mlomp, un village de Casamance dans le sud du Sénégal, un élevage plus que rentable. Rien ne se jette dans l'autruche. À partir des excréments, on fait de l'engrais bio qui est très fertile. À partir de 9 à 10 mois, les autruches commencent à faire tomber des plumes qu'on utilise pour faire des plumeaux. C'est un marché. Quand on abat aussi, il y a la peau et la viande, la graisse, tout ça. Ce sont des produits chers, mais rentables, a révélé Sambou, le secrétaire général de Guy Itamaya Blokir. Des produits lucratifs à l'image d'huile, marchandise phare de la boutique, de la ferme, alors que le kilo de viande coûte 8 000 francs et la paire de poussins de 150 000. Le litre d'huile est vendu ici à 50 000 francs. À l'image de ce petit flacon de 30 mg échangé contre 2500 francs.
Une fois, on a abattu une autruche qui nous a donné 36 kilos de graisse. Et ces 36 kilos ont donné 28 litres. Donc, 28 à litre à 50 000 francs. Le gars, nous lui ont vendu 26 litres, qu'il a payé cash 1 300 000. Et c'est avec une seule Autriche qu'on est parvenu à acheter une machine couveuse toute neuve. Une couveuse qu'on a achetée des États-Unis à 1 600 000. La ferme dispose actuellement de 2 machines incubatrices de capacité respective de 112 à 180 E. Une seule autruche femelle peut en pondre entre 40 et 60 par an. Mais seul près du tiers de la couvée parvient à l'âge d'adulte, car élever une autruche n'est pas aussi facile. Lancé en 2014 grâce à une coopération avec des Finlandais, ce projet a pour objectif de lutter contre la pauvreté et de favoriser la création d'emplois en zone rurale. Il a déjà bénéficié d'un prêt de 16 millions de francs auprès de la Délégation générale de l'entrepreneuriat rapide, une dette pas encore remboursée à cause du Covid-19. Mais le plus grand problème reste la conquête du marché. Un vrai casse-tête pour l'instant. Nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme Autour du monde. Merci pour votre fidélité à Nile TV. Restez avec nous sur Nile TV International. Bonne journée. Au revoir.